Mesdames et messieurs, bienvenue à On parle techno. Donc, je suis Nicole Martel, PDG de l'Acuité. Je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui, en collaboration avec Investissement Québec, une discussion autour de l'innovation et de la productivité. Ainsi, comme l'Acuité, notre partenaire de longue date déjà, Investissement Québec, a pour objectif de soutenir les entreprises d'ici et de contribuer à notre développement économique. Au nom de notre communauté techno, nous vous remercions d'accompagner nos PME québécoises dans la réalisation de leurs projets d'innovation. Et pour parler de productivité et innovation, nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Pépin, PDG de Humanware, et Anaïs Berzy, PDG de Otello. Merci de votre présence. Un mot sur nos deux invités aujourd'hui. Donc, d'abord, Humanware est le leader mondial du développement d'aides technologiques adaptées aux besoins des personnes aveugles ou ayant une basse vision. Ils sont présents sur 4 continents, emploient plus de 170 personnes et existent depuis 30 ans. Ils tissent régulièrement des partenariats d'ampleur, comme par exemple un contrat de 60 millions de dollars en argent américain, s'il vous plaît, avec la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et plus récemment un contrat de plus de 20 millions de dollars, toujours en argent US, avec l'American Printing House, également aux États-Unis. Humanware est aussi leader par sa capacité à s'adapter rapidement aux besoins actuels. Leurs solutions sont par exemple certifiées par Google et compatibles avec iOS. Bref, Humanware est reconnu mondialement dans son domaine. Et en plus, doté d'un PDG que nous connaissons très bien puisqu'il a été président du CA de l'Acuité. Notre deuxième invité, Otello, n'est pas en reste. Otello propose des logiciels de gestion dédiés à l'hôtellerie, secteur dans lequel la compagnie est leader sur le marché québécois. Otello est le choix privilégié de nombreux hôteliers à l'international, notamment dans les plus belles régions touristiques du monde. Attendez, je vais vous faire rêver en cette période où on manque de voyages. Donc, des régions telles que la Guadeloupe, la Polynésie française, la République dominicaine, mais également aux États-Unis et en Europe, où Otello est le logiciel recommandé auprès d'un groupe d'hôteliers de plus de 2000 établissements. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, l'entreprise se distingue grâce à son excellent service à la clientèle, ses solutions innovantes qui lui ont permis de gagner plusieurs prix et reconnaissances décernés par Gartner. Anaïs Berzy est aussi reconnue pour ses implications nombreuses et son dynamisme. Et pour animer la discussion à côté de nos deux vedettes d'aujourd'hui, j'invite mon collègue Marc Lapointe, directeur général associé de l'Acuité. Alors, bonne discussion à vous et vous qui êtes à l'écoute, bonne écoute. À plus tard. Merci Nicole, merci infiniment et bonjour à vous tous, particulièrement à toi Anaïs et à toi Gilles. Ça va être un petit moment de plaisir pour moi de vous retrouver. On est en virtuel, mais un jour on retournera bien en face à face. Je suis très fier de vous accompagner dans une discussion, puis on va être ouvert et on va parler de ce qui se passe vraiment en termes d'innovation et de productivité au sein de vos entreprises. Évidemment, en tant qu'entreprise en technologie, là, on suppose, puis tout le monde le dira, là, que l'innovation, ça a une place toute particulière dans vos organisations. Mais ça vient d'où, l'innovation, puis ça se décline comment dans vos entreprises? Puis je vais inviter Anaïs à répondre a priori pour ensuite te passer la parole, Gilles. Donc, Anaïs, à toi la parole. Merci Marc. Pour nous, l'innovation, en fait, c'est tout d'abord la nécessité de combler les besoins primaires des clients. Je préconise l'empathie, l'observation, l'écoute auprès des clients et auprès de mes équipes. La technologie, c'est un véhicule puissant qui nous permet d'innover, mais il ne faut pas prétendre que l'innovation passe nécessairement par la techno. Cette technologie-là, elle évolue très rapidement, puis c'est parfois difficile d'adapter nos produits parce qu'on ne sait pas laquelle va être désuète très rapidement, puis celle qui va rester pour les consommateurs. Si je vous donne un exemple, pour illustrer ce que je veux dire, c'est que le paiement, dans les 5 dernières années, vous vous rappelez, on a eu la carte de crédit avec la bande magnétique, ensuite de ça, la puce. Après ça, il y a eu le fameux portefeuille wallet sur notre cellulaire. Et puis, tout récemment, le visage. En moins de 5 ans, c'est assez difficile de pouvoir de suivre ces technologies-là. Donc, pour nous,
c'était vraiment de passer par le réel besoin de notre client, donc de l'hôtelier, puis d'être capable de mesurer la valeur que ces innovations-là vont apporter et pas nécessairement ce qui était tendance. Merci. Merci, Anaïs. Gilles, c'est à ton tour. D'abord, tu sais, je peux dire que l'innovation, c'est vraiment le moteur de notre croissance. Il est clair pour moi qu'au cours des 30 dernières années, à chaque fois qu'on a marqué des bons coups, à chaque fois, c'était parce qu'on avait vraiment utilisé une nouvelle technologie, quelque chose d'innovateur. On est arrivé avec des idées innovatrices et ça a fait vraiment la différence dans le parcours de notre entreprise. Vous savez, l'innovation, quand on parle pour les personnes qui ont une déficience visuelle, dans plusieurs cas, dans la majorité des cas des produits qu'on a développés, des nouveaux produits, c'était vraiment une opportunité extraordinaire pour des gens qui pouvaient, dans le passé, devaient se faire lire un document par des gens. Aujourd'hui, peuvent lire leurs documents de façon autonome avec de l'OCR, avec de la synthèse vocale, des GPS qui leur ont permis de se déplacer de façon autonome. Donc, des opportunités, puis maintenant, l'intelligence artificielle qui va apporter énormément aussi. Donc, l'innovation, c'est une opportunité importante pour nos clients. Et de l'autre côté, c'est aussi une barrière parfois. Lorsqu'apparaissent des nouvelles technologies sur le marché et qui ne sont pas accessibles pour des gens qui ont une déficience visuelle, bien, tout d'un coup, il y a une partie de ce qu'ils font ou ce qu'ils faisaient qui devient inaccessible. Par exemple, quand le web est apparu, ça fait un peu bizarre à dire, mais les gens étaient complètement coupés du web, donc n'avaient pas accès. Le web était inaccessible pour eux. Donc, c'est devenu une barrière importante pour pouvoir communiquer avec le reste du monde. Donc, tu sais, ces deux aspects-là, on les vit constamment, puis c'est ça notre job, c'est de trouver des façons de briser ces barrières-là, puis de les tourner en opportunités pour eux. Quand je dis qu'on est contraint, j'appelle ça un moteur de survie pour nous autres aussi. Notre plus grande compétition aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est les Apple de ce monde, c'est les iPods, les iPhones, les iPads, mais tous les appareils intelligents d'aujourd'hui. Ce sont des produits qui deviennent de plus en plus accessibles et qui font de plus en plus de choses pour les gens qui ont une déficience visuelle, et c'est très bien comme ça. Mais ce que ça fait, c'est que notre environnement nous force à les suivre, ces gens-là, et on dit souvent que pour nous, pour Apple ou pour Samsung, par exemple, ça représente seulement 2 à 3 % de leurs clients. Pour nous, c'est 100 % de nos clients. Donc, l'innovation, encore une fois, nous, on doit courir après eux, mais on doit arriver avec des fonctionnalités, avec des façons de faire qui sont innovatrices pour se démarquer par rapport aux produits grand public. Excellent. Donc, ce que je comprends de vos deux réponses, là, c'est que c'est important d'être bien branché avec les besoins de la clientèle. Puis quand on détermine qu'il y a une valeur commune, bien là, on fait place à une opportunité, puis on innove pour répondre à ces besoins-là. C'est vraiment bien. Est-ce que ça vous arrive de remettre en question certains projets quand vous êtes en cours de développement, puis de dire, oups, c'est pas la bonne route? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Anaïs, dans les 20 ans de Othello? Oh mon Dieu! Moi, ça fait pas 20 ans que j'étais là, mais je dirais que j'ai débuté plus de projets que j'en ai terminé. Malheureusement ou heureusement, ça sera l'avenir qui me le dira. Mais moi, j'ai un background en design, puis mon leitmotiv a toujours été de valider mes idées, puis l'adhésion des clients avant même de débuter ou d'aller plus loin là, dans mes projets. En essayant d'être productif aujourd'hui, là, puis d'aller rapidement, on se fie à ce que le client il nous exprime comme besoin, sans nécessairement valider là, avec des prototypes, puis essayer d'illustrer au client réellement qu'est-ce que ça va être. Et puis, on crée la solution. Mais le problème, c'est que finalement, le client, ce qu'il exprimait comme besoin puis son besoin réel sont souvent très différents, ce qui amène beaucoup d'échecs dans les projets. Fait qu'on essaie de faire vraiment là, la fameuse boucle, là, itération, consultation, correction, qui est nécessaire pour nous. Puis parce que tout change tellement rapidement de nos jours, puis la perception aussi du client change rapidement. C'est vraiment important d'aller valider tout ça. Bon, en logiciel, on parle souvent là, de MVP là, pour illustrer le processus d'itération. Mais tu sais, la réalité du MVP, c'est que c'est difficile, là, même en appliquant toutes ces belles techniques-là, de voir qu'est-ce qui est vraiment un minimum ou ce qui est vraiment utilisable. Tu sais, si c'est pas utilisable puis que tu as fait le minimum,
ça marche pas. Fait que moi, c'est vraiment important là, de valider le plus rapidement possible avec les clients avant de continuer. Merci de ta réponse, Anaïs. Ce que je comprends, c'est que l'innovation, c'est pas de tout repos. Si on veut pas se tromper, il faut se contrevalider maintes fois. Ceci implique aussi d'avoir un grand impact sur la productivité, qui est notre autre sujet d'aujourd'hui. Fait que l'un ne va pas sans l'autre. Gilles, toi qui es à peu près sur 4 continents, 300-400 employés, vous avez des grands clients, vous devez vous coltailler là, justement avec les grands de ce monde, Apple, Samsung et autres. Comment vous faites pour garder votre efficacité? La première chose là, que je mettrais sur la table, c'est de dire, parce qu'on vit dans un environnement complexe, hein, nous autres en plus, c'est pas uniquement du logiciel, c'est de l'électronique, c'est de la mécanique. Donc c'est un environnement où on produit en Chine, on vend dans 50 pays, on supporte 25 langues différentes. Donc il y a beaucoup de complexité, autant au niveau, je dirais, de la comptabilité, de la R&D, on en a parlé, c'est relativement complexe. Et donc, on a une infrastructure de base qui est plus robuste, qui est plus grosse. Par rapport à n'importe quelle entreprise, l'infrastructure, mettons, comptable, mais production, c'est pour la taille de notre entreprise, l'infrastructure représente une partie plus importante. Et ça, c'est dans la nature de notre marché, ce qui fait que les marges sont plus élevées dans notre marché. Ce qui fait que les ventes doivent être plus élevées. Donc, il y a des joueurs qui survivent, c'est des joueurs qui arrivent à passer cette masse critique-là. Mais cette masse critique-là, elle est atteignable uniquement si tu es productif, si tu arrives à bien structurer ton affaire. Et je pense que nous, là où on est fort, je pense, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, mais là où on est fort, c'est vraiment, on est bien organisé, des procédures, des processus qui sont bien structurés, on est ISO, on a toutes sortes d'éléments qui nous permettent d'avancer dans la bonne direction. Mais tu sais, des fois, nous autres, à cause de notre mission, on accepte de faire des projets qui ne sont pas aussi payants parce qu'ils servent une partie de la clientèle, par exemple. On sert des personnes qui ont une surdité et qui sont aveugles. Et ça, c'est un très petit marché. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse parce que ces gens-là ont des besoins très spécifiques. Dans ce temps-là, des projets qui sont moins productifs, entre guillemets. Merci à vous tous. Peut-être pour préciser pour nos auditeurs, là, MVP, c'est Minimum Viable Product. On comprend que l'innovation et la toute productivité sont intimement liés l'un et l'autre et que des fois, on peut être l'un mais pas l'autre et vice-versa. Excellent. Anaïs, j'imagine que pour vous autres, la pandémie qu'on est en train de vivre, et puis on espère qu'il achève très bientôt, là, a impacté votre modèle d'affaires qui dépendait du monde hôtelier. Qu'est-ce que vous avez mis comme mesure en place pour limiter les dégâts puis vous en sortir malgré tout? D'abord, je vais toujours revenir avec, il y a une collègue à moi qui me répète sans cesse que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et on l'a expérimenté souvent. On a eu plusieurs crises chez Othello et celle-ci est très inconfortable. Moi, ce que je dirais, c'est que, tu sais, s'adapter, donc, tu sais, changer les mesures, c'est pas nécessairement, ça veut pas nécessairement dire de changer. Tu sais, on peut pas vraiment changer un modèle d'affaires puis offrir des nouvelles solutions quand il n'y a pas personne en avant dans une réception en ce moment dans un hôtel. Donc, même si je voulais révolutionner le monde de l'hôtellerie puis offrir des nouvelles solutions qui changeraient le monde, c'est pas possible. Alors, des fois, il faut juste renforcer ce qu'on fait de bien puis corriger ce qu'on fait mal. C'est peut-être la meilleure façon de s'adapter pour nous et ça a été, pendant cette pandémie-là, la meilleure façon de s'adapter pour nous, mais aussi pour nos clients. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la pandémie? C'est qu'on a revu notre infrastructure, on a modernisé nos solutions, on a automatisé nos processus au maximum pour être vraiment présent pour nos clients, pour avoir le temps d'écouter nos clients parce que en fait, la crise pour le tourisme, c'est celle qui va être la plus longue dans toutes les industries confondues. Là. On parle de 2024. Donc, pour nos clients, rapidement, on a travaillé sur revoir leur processus d'affaires, donc revoir leurs offres, former leur personnel clé,
pour minimiser les coûts au maximum, puis jusqu'à temps que le beau temps revienne. On sent que ça s'en vient, là. Comme tu dis, ça va être un peu plus long pour l'hôtellerie que pour d'autres industries, mais quand même, on voit de belles embellies à l'horizon, là, c'est encourageant. Gilles, vous autres, vous êtes déjà une entreprise de bonne taille. Est-ce que ça a été un grand défi là, de faire face à la pandémie, d'envoyer tout le monde en télétravail? La transformation, est-ce qu'elle a apporté une baisse de productivité, justement, ou comment vous avez vécu ça? Moi, je te dirais que tu sais, le 13 mars 2020, là, ça s'est passé très rapidement pour nos employés. Les gens, plusieurs travaillaient déjà un peu de la maison, tout ça. Donc, il y avait des outils qui étaient disponibles et ça s'est passé très bien. Depuis ce temps-là, je te dirais que ça va aussi très bien. Tu sais, moi, quand je regarde la productivité de nos gens, je pense que d'abord, je pense que c'est toutes les entreprises, les gens à la maison, à mon avis, ils travaillent plus fort, plus longtemps. Ils décrochent moins de leur travail et on leur dit, là, toutes les fois qu'on parle aux gens, à nos gens, on dit, écoutez, il faut quand même couper la journée à un certain moment. Il faut, tu sais, on veut que vous soyez en santé mentale, on veut que vous soyez capable de continuer à faire bien ce que vous faites. Donc ça, je pense que moi, j'ai aucune crainte pour la productivité en télétravail. Au contraire, les gens avec qui on travaille sont des professionnels qui ont à cœur la mission, puis ça se passe très bien. Pour nos clients, ça a été des défis relativement importants. Si Anaïs parle des hôtels, nous, ce sont des personnes qui ont une déficience visuelle. Je donne un exemple en éducation, par exemple. Là, nous autres, on a beaucoup de jeunes étudiants au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, là, qui utilisent nos produits. Et quand ils sont tombés à distance, bien, il y avait plusieurs outils, dont Zoom, là, qui n'étaient pas accessibles pour des personnes qui avaient une déficience visuelle. Il y avait toutes sortes de problématiques autour de ça. Et ça l'a créé, comme plusieurs d'autres étudiants, là, on parlait des étudiants qui ont des troubles d'apprentissage, mais pour les personnes aveugles ou les personnes qui ont une basse vision, tout d'un coup, là, il s'est créé un mur, un bloc là, important quant à leur capacité d'éducation. Les professeurs ne savaient plus non plus comment interagir avec eux. Et ce que ça a, la conclusion de ça, là, quand on le regarde, c'est vraiment que le système a réalisé l'importance des outils technologiques pour les étudiants qui ont une déficience visuelle ou qui ont un handicap en général. Et je pense que ça a renforcé le message très clairement que ces outils-là sont nécessaires. Et je pense que la pandémie va avoir fait réaliser à plusieurs là, toute l'importance de ces outils technologiques qui permettent vraiment à des gens de se dépasser, de participer en société, même s'il y a une déficience visuelle. Merci, Gilles. Je vais me permettre de voler la parole d'Anaïs. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est ce qu'on entend dans ton message aussi. Ça a ajouté une visibilité à la situation, au problème, puis peut-être que les gens vont être plus enclins à réagir ou à agir plus vite pour améliorer le tout. Merci infiniment tous les deux pour vos réponses, votre engagement, votre franchise, votre candeur. Pour nos éditeurs, ça va être super intéressant, j'en suis convaincu. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une dernière question à chacun qui colle à l'actualité, particulièrement au déconfinement annoncé. Là, Gilles et Anaïs, quelle est la suite pour vous? Puis on va commencer par Gilles. La suite de l'après-pandémie, le déconfinement, beaucoup d'incertitudes. Hein? il y a une certitude, ce ne sera plus pareil. Donc, oui, on va permettre aux gens qui travaillent avec nous, nos collègues, de travailler plus à la maison. Mais, comme je le disais, moi, je n'ai aucun problème sur la productivité, sur le fait que des gens se cachent à la maison pour ne pas travailler autant. Là, ça, zéro problème là-dessus. Là où on s'interroge, c'est beaucoup plus sur l'engagement des employés envers notre mission, cette espèce de ces conversations, ces discussions-là impromptues là, qui arrivent, qui sont extrêmement importantes de toutes sortes de façons. On cherche des façons, en réalité, des moyens de créer beaucoup plus d'interaction avec nos gens, entre nos gens, même si ils ne sont pas au bureau. Mais oui, je pense que quand on regarde comment on va fonctionner à l'interne, je pense que ça va se passer. On va trouver des façons, mais des gens vont travailler, une partie de nos collègues vont travailler de la maison. Puis quand je regarde le marché lui-même, ben, moi, je pense, nous autres, on est dans un marché qui va évoluer très rapidement. Il y a eu cette prise de conscience, comme tu disais, Marc,
et qui fait en sorte que nos outils vont être déployés davantage encore dans différents milieux, ce qui nous rassure bien sûr là, sur l'avenir de notre marché. À chaque chose dans est bon, comme on dit. Merci, Gilles. Anaïs, pour vous, la suite, elle a l'air de quoi? Bien, moi, perso, ça sera de séjourner dans le plus d'hôtels possible, urbains et régional, avec ma famille et mes amis cet été. Et je vous invite à le faire tous. Pour l'entreprise, dans le fond, ça va être d'être prêt pour l'ouverture de tous les hôtels en même temps, partout à travers le monde. Et d'être réactif là, à leur nouvelle réalité. Donc, c'est ça qui va être le plus important. Disons que les clients ont eu le temps de prendre du recul depuis la dernière année sur comment envisager de poursuivre leur aventure. Et donc, ils ont beaucoup de bonnes idées et on devra les suivre. Et comme Gilles l'a dit, ben moi, ça va être de rebâtir une culture d'entreprise aussi forte qu'avant parce que je pense que c'est ce qui a eu le plus, qui a le plus été affecté, c'est la culture de l'entreprise. Avec notre nouvelle réalité virtuelle. Mais disons que, tu sais, pour être honnête, pour moi, les 5 à 7 puis les Brainstorm sont beaucoup moins intéressants en ligne. Alors, j'ai bien hâte à un retour à cette normalité. Merci. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il ne faut pas se décourager. Gilles, Anaïs, c'était un plaisir pour moi, mais aussi, j'en suis convaincu pour nos auditeurs de vous avoir avec nous. Vos parcours respectifs, votre candeur, votre franchise, puis vos petits trucs sur comment vous interprétez ça, la gestion de la productivité ou encore l'innovation vont intéresser tout le monde. Je le sais parce que j'ai moi-même passé un excellent moment avec vous et je vous remercie sincèrement tous les deux. Merci Marc. Gilles, Anaïs, merci beaucoup. Merci pour cette belle conversation. Je remercie également notre partenaire Investissement Québec qui rend possible cette nouvelle série d'entretiens. Pour ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos réseaux respectifs. Mettez-le sur vos réseaux sociaux et surtout demeurez actifs, présents auprès de nos communications puisqu'il y a d'autres activités, d'autres conversations comme celle-là qui s'approchent prochainement. Et au plaisir de vous revoir parce qu'ici, on parle techno.